Tadej Pogačar est le nouveau champion du monde. Il prolonge son titre. On a vécu cette course ensemble cet après-midi. Allez, d'abord Hugo, un premier mot sur cette course que l'on a vue en Afrique. Tadej Pogačar nous a fait du Tadej Pogačar. Je pense qu'il nous habitue à des performances qui sont extraordinaires. Ça devient même normal de faire ce qu'il fait, alors qu'il est parti à plus de 100 km de l'arrivée. C'est vraiment une course extraordinaire. Et je pense que même pour la deuxième place et la troisième place, ça a été, tout le monde a dû se donner à 200%. Il y a eu du suspense un peu tout au long de la course. Mais je suis quand même déçu de quelques coureurs. Alors il y a eu des coureurs qui étaient malades, des coureurs qui étaient peut-être pas au top de leur forme. Par exemple Alaphilippe qui était malade et peut-être Only qui était pas dans la forme que j'attendais. Donc déçu de quelques nations, mais voilà, on en parlera dans la vidéo. Ouais, Noah, toi, on l'a vu Tadej Pogačar partir à plus de 100 km de l'arrivée. Est-ce que tu as eu des doutes une fois qu'il est parti? Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit peut-être qu'il peut être inquiété? Honnêtement, j'ai pas eu énormément de doutes. J'ai espéré, comme tout fan de vélo, on espère toujours qu'il va y avoir de la course, que ça pourra revenir, que ce soit Remco ou d'autres coureurs. Surtout que finalement le temps n'a pas été exponentiel à chaque tour, donc il y a eu plus ou moins rapidement une minute, puis c'est resté quasiment toute la fin de course comme ça. Sinon c'est vrai, contrairement à la course femme, finalement pas trop de surprises en fait, les deux grands favoris aux deux premières places, et puis ouais, comme Hugo l'a dit, Pogačar qui nous fait comme d'habitude un numéro, en se permettant même au début, on en reparlera plus tard, mais de garder un petit peu Del Toro avec lui, en étant presque, je vais pas dire à l'arrêt, mais en l'attachant sur son porte-bagages pendant les quelques premiers kilomètres. Donc voilà, Pogačar, chapeau, il étoffe encore un peu plus son palmarès. Sinon voilà, déçu que ça soit décanté un peu aussitôt, j'ai envie de dire, malgré ce mon Kigali. Et si Remco avait pas eu ces différents changements de vélo, ces différents problèmes, on aurait peut-être eu de la course un petit peu plus longtemps. Donc voilà, un peu déçu à ce niveau-là. Ouais, je vous propose de refaire un peu le déroulement de ces championnats du monde. Tout d'abord, une échappée. Ça a pris un peu plus de temps que prévu que pour avoir une échappée, avec surtout des grosses nations. On a vu la France, on a vu l'équipe suisse aussi, qui est une belle équipe sur ce championnat du monde. L'équipe portugaise qui avait peut-être pas la plus grosse équipe avec, mais bon, voilà, quand on regarde, c'est des belles nations. Mayrofort aussi qui était là. La Hollande aussi. S'il vous plaît. La Hollande. Oui, la Hollande, ouais, avec le remplaçant de dernière minute. Et donc du coup, est-ce que vous avez vu l'équipe belge, l'équipe slovène, l'équipe américaine? Je sais pas celui qui veut répondre à cette question-là, mais est-ce que c'était aux autres nations que la Slovénie d'aider et de participer à la poursuite, ou il fallait vraiment laisser tout sur le poids de la Slovénie? Ouais, personnellement, je pense que c'était l'objectif de ces trois nations d'arriver jusqu'au mont Kigali dans cette situation-là. Et on n'a pas gaspillé trop d'hommes. Je pense qu'il y a eu qu'un homme pour les Belges, par exemple. Et je pense que c'était la tactique. Et pour les Slovènes, ça n'aurait rien changé dans le déroulé de la course, parce que à partir du moment où on commence à monter le mont Kigali, tous les équipiers ont explosé pour les Slovènes. Et c'est, je pense, dû à ça que Pogačar a attaqué. Et parce qu'il était esselé, il y avait plus que Primož Roglič avec lui, et dû à ça, il était dans la force des choses obligé d'attaquer. Ouais, Noah, une autre question par rapport à ça, les équipes comme la Belgique, comme l'Italie peut-être, ou même l'Australie, qui sont retrouvées avec un grand nombre de coureurs dans le final. Est-ce qu'on n'aurait pas pu essayer, au lieu de rouler, anticiper peut-être à 150 km, lancer un premier mouvement de course ou quelque chose comme ça pour passer le mont Kigali, peut-être avec un peu d'avance justement sur le peloton? Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui auraient peut-être bien aimé ça. Maintenant, le problème, c'est que je pense qu'aussi beaucoup d'équipes redoutaient ce mont Kigali, ou en tout cas avaient une tactique à partir de ce mont Kigali. C'était quand même assez divisé au départ. Beaucoup de coureurs ou de suiveurs disaient que ça allait se décanter là, que sûrement Pogačar, ou en tout cas les favoris allaient attaquer là. Il y en a d'autres qui disaient que ça allait plutôt monter vite, mais que finalement ça se décanterait plus tard parce que c'était trop tôt. Finalement, tout s'est décanté là, et tout ce qui s'est passé avant, je vais presque dire, n'avait aucune importance, parce que le but c'était d'être placé, et tout le monde a quasi explosé. C'était quasiment du chacun pour soi. Alors oui, on a eu des équipiers qui sont revenus, mais après le mont Kigali, on était à plus de 100 km de l'arrivée, on avait peut-être encore dans la course 50 coureurs, avec des équipiers, etc., mais qui s'est rapidement réduit avec les tours qui étaient quand même très très difficiles. Donc ouais, non, c'était quand même
très très dur en fait ce Mont Kigali, et ça a défini toute la fin de la course en fait. Et puis on a vu que l'échappée n'a pas su prendre le large, ça roulait fort. La première heure, on a, je pense, 43-44 de moyenne, enfin la première heure, le premier tour, en tout cas le premier circuit. Donc pour l'échappée, c'était des hommes forts qui étaient devant, et malgré tout, on n'a pas su prendre de temps. Et la France, t'en as parlé, il y a d'autres nations aussi, l'Espagne, ils sont sortis plus tard. Et malgré tout, ça n'a rien changé, ils n'ont pas pu anticiper, ça n'a pas servi à grand chose, on va dire. Non, mais je vous rejoins sur une grosse partie. La seule chose, c'est que pour avoir un piège sur Pogačar au physique, on n'y arrivera jamais. Et là, on le voit encore aujourd'hui. On pourra en parler dans ce Mont Kigali dans quelques secondes, mais le problème, c'est que si on part, qu'on va le battre en mano à mano, on n'y arrivera vraiment jamais. Et donc, je pense qu'à un moment donné, quitte à perdre, comme on le fait de toute façon sur chaque course, je pense qu'on pourrait essayer un peu plus de peps, de mouvement. Allez, peut-être un Sobrero qui était quand même pas bien, quitte à ne pas être bien, pourquoi pas essayer de dynamiter un petit peu plus. On a vu quand même que les équipiers slovènes, à part peut-être Mohoric, Novak et Roglic, le reste était peut-être pas au grand niveau. Le coureur qui était en Conti, qui a commencé à rouler au début, il a quand même bien roulé, mais il était quand même à chaque fois avec la gueule de travers, je pense. Donc ça n'aurait rien changé. Je pense qu'aujourd'hui le plus fort a gagné. Je pense que tactiquement il n'y avait rien à faire que pour battre un Tadej Pogačar de cette manière-là. Mais je pense que ça aurait pu animer un peu la course, ça aurait pu en tout cas mettre quelques bâtons dans les roues. Maintenant c'est facile à dire après course, et donc ça c'est un autre. Et puis il y a eu quelques tentatives un peu de temps en temps. Maintenant c'est sûr que c'était pas les outsiders qui ont essayé, c'est pas les coureurs qu'on peut s'attendre à peut-être pas la victoire, mais le top 20 en tout cas, qui ont essayé. Donc c'est vrai que je te rejoins, on a peut-être voulu voir en tout cas des candidats. En plus je trouve que dans le top 20 il y a quelques surprises, on en reviendra plus tard, mais je pense qu'il y a des leaders qui ont vraiment déçu, et justement d'autres coureurs qui ont super bien performé. Ouais, mais pour parler aussi du physique, on était à plus de 400 mètres tout le temps. Ça joue aussi des coureurs qui s'acclimatent à un climat différent. Il y en a qui n'ont pas fait le chrono, qui étaient là plus tard, plus de 260 km. On a vu beaucoup, je trouve, de gars très forts, qui sont même très en forme, comme un Jevine par exemple, avoir des fringales, des crampes, pas être trop bien. Si on prend l'exemple de Jevine avec l'Australie, ils étaient beaucoup de coureurs à un moment donné dans le groupe, et finalement je sais même pas s'il y en a un seul qui finit. Et il y a Jay Hindley qui finit pas trop mal, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec vous en fait, et c'est facile, c'est pas être pro cycling manager, donc du coup il faut avoir les jambes aussi pour le faire, et c'est là que je me dis qu'il y avait peut-être du bluff à faire avec des coureurs qui étaient peut-être pas vraiment au très haut niveau, et peut-être essayer des mouvements. Maintenant voilà, on va revenir peut-être aussi au Mont Kigali, et je trouve que il y a vraiment eu une performance de Pogačar qui était impressionnante, parce que il attaque pas vraiment. Et dans un premier temps, il est dans le début du peloton, il fait un gros tempo, et il y a Remco qui essaye de suivre, Del Toro aussi, Ayuso, mais Del Toro est plus loin en fait. Del Toro fait un très gros effort d'ailleurs en y repensant sur cette partie-là, parce qu'il revient de très loin, et il grimpe. Ça lui a peut-être coûté des forces plus tard, mais je trouve que à ce moment-là, Remco qui commence un peu à coincer, et que Kian le passe, c'est un moment marquant. Personnellement, je sais pas vous, mais j'ai quand même eu des doutes à ce moment-là de la deuxième place de Remco Evenepoel, ça allait être compliqué. Ouais, je pense que Remco, on le sait bien, il marche beaucoup au psychologique, et qu'il ait eu vraiment un problème ou pas, je pense que si dans sa tête il s'est dit que ça allait pas, le psychologique était rapidement touché. On l'a vu à la fin, il était quand même pas à la rue, alors que dans le Mont Kigali, ça arrive d'avoir un moment moins bien, mais en général, si on a un moment moins bien de physique, c'est quand même difficile de revenir dans un championnat de ce niveau-là avec des difficultés pareilles. Mais c'est vrai que c'est le moment marquant, parce que c'est là que Pogačar part, avec Del Toro et Ayuso dans un premier temps, et puis c'est là que tout se dessine pour le deuxième grand favori et le reste, parce que c'est là qu'on a aussi vu que finalement celui qui allait aider le mieux Remco, ça allait être Kian, parce que c'est lui qui était le plus fort, qui même au départ est dans les 5-6 meilleurs dans le Mont Kigali, et puis voilà, c'est là aussi qu'on a vu que Del Toro, comme tu l'as dit, qui avait tout remonté, Ayuso, on a vu des gars très très forts, et Carapace qui a fait aussi une belle montée.
finalement, et c'est là que, encore une fois, que tout s'est dessiné et qu'on a vu l'importance de ce moment clé. Ouais, et donc c'est super important, t'as tout à fait raison, parce que cette côte permet de faire une sélection énorme, de voir Tadej Pogačar, Del Toro et Ayuso se partir, mais si on regarde les personnes qui arrivent lors de passage au sommet, on voit que premier, bah oui, c'est Tadej Pogačar qui remportera la course par la suite. Et puis finalement, c'est peut-être des mecs qui se sont mis dans le rouge aussi. On voit un Del Toro qui passe deuxième, qui est vraiment à bloc, un Ayuso qui passe deuxième, qui était vraiment à bloc, Del Toro qui passe troisième, Carapaz qui passe quatrième. On voit aussi un Kano Uttebrook qui passe pas très loin. On voit peut-être des Paul Sexas, etc. qui sont vraiment dans les tout premiers. Et puis un Ben Ely, alors un Tom Pidcock qui est dans le groupe de Remco. Remco qui est peut-être à la 20e place, 20-30e place, avec un Quinten Hermans, avec un Louis Vervaeke qui sont revenus dans un premier temps. Et même les Italiens, des Giulio Ciccone et autres, sont assez loin. Et c'est là que je me dis, oui, Tadej Pogačar est une exception, mais les autres, est-ce qu'ils ne se sont pas mis dans le rouge déjà dans ce mont Kigali? Parce qu'en fait, le mont Kigali, c'est un effort long, et très vite après, il y a le mur de Kigali qui arrive, où Ayuso a dû malheureusement déjà péter à ce moment-là. J'allais dire, en fait, les coureurs que tu mentionnes, souvent, c'est plutôt des grimpeurs punchers. Alors, il y avait peu de punchers flandriens, ça c'est sûr, mais il y avait des coureurs qu'on connaissait plus explosifs que d'autres. Et les coureurs qui étaient les plus explosifs, au final, ils sont revenus plutôt vers la fin. Alors qu'à ce moment-là, on a vu l'interview de Kian, il grimpe à ce moment-là très bien, mais plus tard, il a du mal, parce que c'est vraiment un parcours explosif. C'est un parcours où c'est des 2-3 minutes d'effort, comme il le dit. C'est des moments où, pour ces coureurs-là, c'est compliqué d'exister. Et au moment où Kian fait cette très belle performance de suivre ce groupe, alors après, à la fin, il coince quand même un tout petit peu, mais c'est parce que c'est un effort qui lui correspond quand même un peu plus que les autres, alors qu'il était très en forme, mais je pense que c'est pour ça qu'il a su suivre aussi longtemps. Noah, au-dessus du mont Kigali, du mur de Kigali, pardon, on se retrouve avec donc Del Toro et Tadej Pogačar, et puis il y a un peu un regroupement qui se fait jusque, elle est presque dans la bosse d'arrivée au moment du retour, et donc à la ligne. Et là, on se dit 4 Italiens, 4 Français, 3 Belges, 4 Australiens, 35-40 secondes. Si tout le monde collabore, on peut peut-être revenir. Et là, on voit que finalement l'entente prend énormément de temps à s'organiser. Je pense qu'il y a deux éléments en fait au fait que ce ne soit pas revenu à ce moment-là. Déjà dans un premier temps, c'est vrai que l'entente n'était pas optimale. Il y avait peut-être même trop de coureurs en fait pour qu'il y ait une bonne entente, un petit peu les attaques, mais on perdait quand même pas de temps. Enfin, on n'en gagnait pas, mais on perdait pas beaucoup de temps alors que l'entente n'était pas top. Et le deuxième élément, c'est que j'ai quand même l'impression que une fois que Pogačar s'est retrouvé seul, donc c'est un petit peu plus tard, sans Del Toro, il avait quand même très bien géré et il a un petit peu accéléré parce que c'est à ce moment-là, quand Del Toro est un peu lâché de Pogačar, qu'il y a une petite entente derrière, que Remco a su un peu remonter de ses différents changements de vélo, qu'il y a un petit groupe qui commence à s'organiser et à rouler, je pense très très fort. Et finalement, on reprend pas de temps, voire même c'est Pogačar qui en reprend. Donc je pense qu'il y a ces deux éléments-là. Le fait que Pogačar, quand il était avec Del Toro, c'était un petit peu plus calme. Je dis pas qu'il roulait pas à bloc, mais c'était un peu plus calme. Et puis, c'est vrai que l'entente, il y a des tactiques des fois. C'est vrai que les Français, je les ai pas vus mettre un seul relais, en tout cas dans ce moment-là, alors que si tout le monde tourne et qu'il y a une entente, ça peut permettre de passer un relais de temps en temps sans pour autant se mettre dans le rouge. Et puis on sait bien que sur des parties plates, c'est des fois, il y a peut-être pas énormément de vent, mais c'est des fois pas spécialement plus dur de passer un relais à 10 que d'être derrière, se replacer, faire un effort à fond dans une bosse. Mais faut dire aussi que le parcours aidait pas. Plein de petites bosses explosives, quand même des virages, des montées, des descentes. Pour s'organiser, ça complique fameusement les choses. Ouais, et puis on a vu que l'équipe qui a pris en charge, en tout cas la poursuite, c'est l'Australie. Et après quelques minutes, on se rend compte que n'importe quel effort que l'on fait, c'est quasiment directement, on le sent dans les jambes et les Australiens ont quasiment pété un par un, quoi. Ouais, donc est-ce que prendre la poursuite quand on est par exemple l'équipe de France et on a encore autant de coureurs, c'est une bonne solution, sachant peut-être qu'on ne connaît pas qui est le vrai leader de cette équipe parce que c'est une équipe très homogène au niveau et on ne sait pas nous-mêmes qui est le leader et en plus de ça, peut-être que si tu fais un petit effort, tu pètes directement.
Et puis après, on a un changement de vélo de la part de Remco Evenepoel où il y aurait éventuellement un problème de selle pour Remco. Et puis après ce changement au poste matériel qui a été assez rapide, je pense. Là, on va dire quand même assez rapide. Et puis deuxième changement avec un deuxième vélo encore de la part de Remco Evenepoel. Et là, on voit de l'agacement et on va pas se mentir. Tous les trois, on se dit, bah il va quand même abandonner, non? Ouais, puis moi j'étais super étonné parce que Remco commence à quand même avoir de l'expérience malgré qu'il soit encore jeune. Il n'a pas attendu sa voiture alors qu'il n'y avait pas de crevaison, il n'avait pas cassé sa chaîne. En général, on apprend à tout coureur cycliste, si tu sais encore rouler à ton vélo, tant que la voiture n'est pas le plus proche possible de toi, bah, de rouler un maximum possible parce que c'est là qu'on perd moins de temps. Après, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'oreillette, bah, c'est assez important. Peut-être qu'il pensait que sa voiture était tout près. En plus, c'est des voitures, vu que c'est dans un autre continent, c'est des voitures qui sont lettrées et c'est pas des voitures aussi reconnaissables. J'ai envie de dire que d'habitude, c'est un petit détail, mais peut-être qu'il pensait que sa voiture était pas loin. Puis il n'y a pas d'oreillette, donc voilà, tout ça joue évidemment. Mais voilà, il devait quand même s'assurer à ce niveau-là. C'est quand même des professionnels, c'est quand même leur métier. Il devait s'assurer d'avoir sa voiture. Et là, c'est peut-être pas la même mélodie, parce que les efforts qu'il fait, même s'il y a eu les voitures, même si finalement il est revenu assez rapidement, ben, il aurait pu utiliser ces forces-là, ou en tout cas ces équipiers-là, notamment Hermans qui a fait un travail extraordinaire à ce moment-là, ben, ils auraient pu les utiliser pour gagner encore un peu du temps sur Pogacar à l'avant, quoi. Il a de la chance, je pense, parce que il y a, tout d'abord, il s'arrête, sa voiture, elle est loin, oui, ok, mais elle est pas loin à 2 minutes, elle est à 30 secondes derrière. Il a vraiment de la chance qu'elle est pas à 1 minute, elle est pas à 1 minute 30, parce que là alors c'est compliqué. Mais aussi, il a la chance qu'on fait pas barrage, parce que c'est légitime de faire barrage à ce moment-là de la course, qui est vraiment, tout le monde est en file, tout le monde est un par un. Les délégués ont vraiment été très très gentils. En tout cas nous, on est heureux parce qu'on est belges, mais je pense que les autres nations seront un peu dégoûtés de voir que Remco rentre à ce moment-là en se disant on aurait peut-être fait barrage pour nous, ou on sait pas le contexte, peut-être qu'il n'y a pas eu de barrage pour tout le monde aujourd'hui, mais quand on voit le peu de personnes qui finissent et aussi comment ça s'est décanté très vite, on a du mal à croire que les barrages n'ont pas été faits. Ouais, et là je veux quand même mettre une énorme étoile et un grand chapeau à Quinten Hermans, parce que il a d'abord ramené Remco une première fois, puis une deuxième fois, et puis maintenant c'est la troisième fois dans la course déjà que Quinten Hermans sauve les miches, on va dire, de Remco Evenepoel. Et alors à ce moment-là, une fois qu'il rentre, le mindset de Remco est complètement différent. Et là il se dit, moi je vais devoir rouler, peu importe, et je vais user mes adversaires, ce qu'il a réussi à faire. Petit spoiler pour la suite, parce qu'il y avait un groupe devant avec Pavel Sivakov, déjà le Ben Illy qui fait 3e et Michael Honoré. Et donc à ce moment-là, Remco à l'usure, en attaquant comme on l'adore, sans râler forcément à ce moment-là, il est parti en mission et il arrive à faire un groupe on va dire de cadors, puisque derrière Tadej Pogacar qui lui a à ce moment-là lâché tout simplement Del Toro qui s'est tout de suite relevé, il n'a même pas continué, il s'est relevé, et d'ailleurs on pourra parler de Del Toro un peu plus tard à la fin pour voir un peu si c'était la meilleure stratégie ou pas, mais à ce moment-là Remco sort avec Skelmoz, Ben Illy, Tom Pidcock, Jane Lay, ça reste quand même les plus beaux les plus beaux concurrents possibles, peut-être presque dans ce groupe de tête. Il manquait peut-être un Italien comme un Ciccone, mais qui n'a malheureusement pas eu les jambes pour continuer. Et alors Paul Sexas qui a manqué de 30 mètres ce groupe-là. C'était les meilleurs noms pour pouvoir l'aider, en tout cas à revenir, à aider Remco. Remco, parce que je dis l'aider, mais c'était une entraide entre tous les coureurs. Ils étaient 5 coureurs qui ont l'habitude de prendre des relais. J'étais même très heureux que Remco ne soit pas trop nerveux, parce que on a tendance souvent à voir Remco Evenepoel quand il est dans cette situation-là, être nerveux, demander très souvent les relais après avoir fait un relais très fort. On n'a pas toujours les jambes, et même un Tom Pidcock qui n'avait plus les jambes à un moment donné, il passait son relais. Alors il perdait du temps parce que face à Pogacar, il y avait un problème de conditions physiques qui étaient différentes, mais il passait quand même son relais, et derrière on respectait ça, et je trouve ça beau qu'on ait des coureurs comme ça, parce que souvent
bah, il y a toujours un trouble fait. Alors on a vu souvent la Suisse, on en parlait avec par exemple Mark Hirschi qui se cache souvent, ou même un Storer pour une autre nation qui est souvent à l'arrière du peloton. C'est Oui, plutôt des tu en personnes parlais qui, tout à l'heure, qui la, sont... la France qui n'a pas aidé énormément et Ouais. qui a voulu jouer sur on a plusieurs cartes, on veut tous être devant. Et là, on avait tous les acteurs qui d'habitude passent des relais, qui essayent d'organiser les grands groupes. Et là, ils étaient plus qu'eux, donc tant mieux. Mais même avec ça, ça a été compliqué pour revenir sur Pogacar. Ouais, et puis devant notre TV, on se dit, ouais, ils reprennent pas de temps, ils roulent. Mais quand on analyse un peu plus, Pogacar est tellement au-dessus du lot, ils reprennent pas sur Pogacar, mais dès qu'il y en avait un qui pétait, ou les groupes derrière, ils étaient rapidement à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et voilà, dans le top 10, le 10e de la journée était quasi à 10 minutes, Ouais. alors qu'il était à l'avant à 50 km. Enfin, il était dans un des premiers groupes à 50 km de l'arrivée. Donc c'est quand même extraordinaire. Je pense Et que c'est là c'est qu'on Pitcock voit la qui fait qualité 10. de ce groupe-là, parce qu'on n'a peut-être pas l'impression visuelle qu'ils se livrent tous à 100%, mais je pense qu'ils se livraient tous à 100%. Pogacar était sur une autre planète. Et puis même quand Remco les a lâchés dans la finale, finalement, il prend rapidement 10, 15, 20 secondes sur son attaque. Mais après, il prend pas non plus énormément. Et puis après, Ben il part. Et puis, il s'attaque derrière. Mais finalement, tout le monde était un peu à bloc. Et je pense que le niveau était assez homogène presque dans ce groupe-là. La différence, c'est parce que la course, c'est presque 270 km. Parce que c'est long, parce que c'est à plus de 6 heures. Mais au bout de 6 heures, avoir quelques gars qui se tiennent et que ça joue dans les derniers kilomètres, c'était assez homogène, je veux dire, ce deuxième échelon. Ouais, et petite question, est-ce que vous vous attendiez, parce que Paul Sexas finalement est le dernier qui ne rentre pas, mais qui est aussi le premier coureur de l'équipe de France sur ce parcours. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Paul Sexas soit déjà à ce niveau-là, parce que on s'attendait à peut-être jouer la gagne chez les espoirs en début de semaine. On s'attendait peut-être à le faire un beau tour de l'avenir comme il l'a fait, mais son Dauphiné a été plus qu'exceptionnel et son championnat du monde au final, si c'est vraiment le futur de la France, il est déjà là. Je m'y attendais pas du tout, vu son chrono où il a été pour lui en tout cas décevant, mais moi personnellement je le trouvais à sa place, enfin pas à sa place, mais un peu plus en arrière que ce qu'il faudrait, mais pas loin de sa place. Au final il est vraiment très très fort, hein, mais c'est surtout ses qualités d'explosivité qui m'ont vraiment étonné aujourd'hui. Je pensais que c'était un bon grimpeur puncher, ok, mais là on a vu que c'est dans l'explosivité, dans les moments où il attaque, qui pouvait prendre très vite des mètres que certains grimpeurs ne peuvent pas y arriver, comme on en a parlé, Kanaut Brooks par exemple. C'est pas du tout le même genre de coureur, et on le voit très clairement sur le parcours. Ouais, chapeau à Sexas, parce que honnêtement, je sais bien que je dois te parler déjà des kilomètres, de la longueur, mais sur un parcours comme ça, à son âge, il avait quand même, il n'y a pas si longtemps, un programme espoir avec des courses finalement qui font 120, 150 km, des courses beaucoup plus courtes. Et là, sur un parcours comme ça, qui est quand même un des championnats du monde les plus difficiles, en tout cas en termes de dénivelé. Alors pour les premiers, c'est vrai que chaque championnat du monde est difficile, c'est une course extraordinaire, mais chapeau à lui d'être là, parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont très forts, mais même s'ils n'ont pas le même âge, quand on voit l'El Toro, il était très fort, et s'il pète, c'est peut-être encore une fois parce qu'il est jeune, il y a la distance, etc. Même si finalement à la fin il est pas si loin que ça, mais chapeau à Sexas quand même. Ouais, et on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais finalement c'est l'homme de la journée, c'est Tadej Pogacar. Il conclut une saison. Il conclut. Non, il a encore 2 courses normalement à son calendrier aujourd'hui. On verra un peu comment ça va se passer, mais il y aura le Tour de Lombardie et le championnat d'Europe. Sa saison, encore une fois, est-ce qu'on peut faire une meilleure saison que ce qu'il n'a fait? En fait, j'ai 2 choses qui m'ont marqué aujourd'hui. Donc je vais essayer de répondre à ta question en disant, oui, c'est extraordinaire ce qu'il fait déjà même depuis le début de saison avec le Tour des Flandres, là, on a vu la stat, il a commencé en février, début février, et là il est encore là maintenant, et il va jusqu'à Lombardie, il fait le Tour de France, c'est exceptionnel. Maintenant il a moins couru sur la fin de saison, je pense qu'il fallait faire une pause, c'est important, mais il n'était pas transcendant quand il est arrivé au Québec, il m'a pas semblé comme Pogacar l'est d'habitude. Ici au chrono il m'avait inquiété quand même un peu. Là, il a clarifié tout le monde, les choses à tout le monde. Il était là pour gagner. Mais c'est une manière de courir encore
comme il nous habitue, comme je le disais au début de la vidéo, j'ai l'impression que le Mont Kigali, s'il a 130 bornes, 140 bornes, bah que c'est le même physionomie des choses, quoi, parce qu'il est tellement fort, et même quand moi c'est l'image qui me choque le plus aujourd'hui, c'est quand il attend Del Toro, c'est comme si on était, enfin, j'exagère un peu, je caricature fort la chose, mais c'est comme si tu étais en rando et t'appelais la voiture de l'équipe quand t'es en entraînement de club en disant il y a mon pote, il a une fragale, tu sais pas lui donner un gel. Alors tu vois ça d'habitude sur des tours où tu vas des échappées à long raid, parce qu'il y a des grands groupes, il y a des personnes on voit ça où c'est plus calme, c'est différent. Là, il y a 40 secondes face au leader derrière un groupe d'hommes forts, et malgré tout, tu arrives à réfléchir en te disant est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, est-ce que je vais essayer de l'aider, je vais essayer de le pousser, alors qu'à 40 secondes, personnellement, à 40 secondes sur un groupe avec Remco Evenepoel ou tous les autres, bah je suis pas serein. Bah lui, il l'est, et c'est surtout ça qui m'a le plus impressionné aujourd'hui. Passons peut-être sur justement le coureur qui va nous marquer maintenant, c'est Isaac Del Toro, le futur peut-être du cyclisme moderne. Mexicain, il n'aura peut-être pas forcément la nation pour le soutenir dans les prochaines années, mais malgré tout, est-ce que c'était un choix judicieux de suivre Tadej Pogacar à 100 km de l'arrivée, sachant que non, on l'a déjà vu l'année passée, des coureurs comme Tratnik, comme Pavel Sivakov aussi avaient essayé et finalement ont aussi explosé et finalement n'ont pas forcément fait de résultats à la fin. Tenir 100 km comme ça en mano à mano avec Tadej Pogacar, est-ce que c'est le bon choix de toute façon? Je sais pas si c'est le bon choix. Après, dans le Mont Kigali, c'est un peu tout le monde à bloc, donc je pense que ça, il a eu raison évidemment de suivre au maximum qu'il pouvait, c'est-à-dire le meilleur Pogacar. Là où il a peut-être un petit peu, selon moi, exagéré, c'est directement après, dans le mur de Kigali justement, où c'est lui qui fait même péter Ayuso, enfin en tout cas c'est lui qui tire à ce moment-là, il emmène dans un mur à 15%, un braquet énorme en gardant quand même de la cadence, en restant assis sur la selle, enfin vraiment très très impressionnant. Donc voilà, c'est peut-être ça qui a joué, il a peut-être un peu moins calculé ses efforts. Après quand on voit la saison qu'il a faite à 21 ans, c'est extraordinaire. Le Giro qu'il a fait, il passe pas loin finalement de gagner un grand tour, et honnêtement, on n'est pas là pour faire des comparaisons, on n'aime pas trop ça, mais il suit quand même fameusement les traces de Pogacar, et il a l'air d'être quasiment exactement le même profil de coureur, donc ouais, je pense qu'il a un peu exagéré de rouler après. Après, il était là au bon endroit, je crois. Hugo, Ouais. j'ai une question pour toi encore. Enfin, vas-y si tu veux. J'aimerais bien juste répondre sur ça. Je trouve que Del Toro, j'ai pas envie de le blâmer sur ça, sur le fait de pouvoir suivre Pogacar, parce que peut-être que pour l'instant il y arrive pas, mais dans un futur proche, il y a peut-être possibilité de faire mal à Pogacar, surtout s'il y a un moment de faiblesse de la part de Tadej. Et ici, comme on le disait, on avait quand même quelques doutes sur Tadej jusqu'à présent. Il fait un gros effort en revenant sur les deux devant, et il nous a semblé tous très très forts. Et je pense que dans l'euphorie, il a fait une erreur en faisant justement le mur de Kigali comme ça. Mais il y avait une volonté, c'est sûr, même de mettre Ayuso de l'autre côté, enfin de faire exploser Ayuso. Et c'est après peut-être que ça a été dur pour poursuivre, mais au final il fait quand même une très belle place. Et je suis sûr qu'à l'avenir, sur ce genre de course, de la même manière dont il a couru, il pourra, c'est sûr, en tout cas, je suis partisan de ce cyclisme où on doit essayer de tout tenter pour la victoire, quitte à exploser, quoi. Ouais, après je te rejoins sur le fait que c'est déjà rassurant qu'au moment le plus explosif, ou en tout cas le moment où il y a la sélection qui a été faite, pour une fois, quelqu'un sait suivre Tadej Pogacar. Et ça, c'est rassurant. Maintenant, ma question que je voulais te poser, ou même à Noah, enfin peu importe qui veut répondre, à quel point, dans la stratégie de Isaac Del Toro, le fait d'être chez UAE, ça a joué? À quel point il s'est dit, voilà, j'ai réussi à atteindre, parce que en fait, je pense que la course change si Del Toro arrive à suivre Tadej Pogacar jusqu'au sommet du mur Kigali, et au-dessus dit, moi, je passe plus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que ça correspond à mieux. L'explosivité, c'est l'arme fatale de Del Toro. L'intelligence de course, c'est l'arme fatale de Del Toro. Et donc, il a besoin de mouvements de course et surtout se séparer de Tadej Pogacar. Mais partir encore une fois dans un one-to-one avec Tadej Pogacar, sachant qu'ils sont
concurrents, hein. Faut quand même le répéter que sur cette course-ci, normalement, ils sont Ouais. adversaires. Est-ce que c'est pas le bon choix de dire, moi, je passe pas? Tu soulèves une problématique enfin, je l'avais pas vu vraiment de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que je suis pas sûr que Del Toro, si c'est par exemple avec Remco qu'il est, qu'on enlève Pogacar, je suis quasi sûr qu'il roule de la même manière. Alors, pourquoi? Parce que Del Toro est très jeune. Del Toro j'ai l'impression, ce profil de roule toujours déjà maintenant à son âge Sauf avec qu'il a. Carapaz. Oui, mais je veux dire, il y a quand même on a remarqué que même quand Ayuso était là, il passait ses relais directement. Alors oui, c'est 3 personnes de chez UAE, mais on sait le contexte avec Ayuso. Donc, personnellement, je pense que n'importe quel coureur était avec lui, il aurait roulé. Maintenant, c'est sûr que pour plus tard, quand on arrive sur les autres ascensions, etc., là, je pense qu'il y aurait eu d'autres moments plus où on se regarde et que ça aurait joué sur la tactique de course, ça c'est certain. Mais je suis pas sûr que sur la victoire, ça aurait changé quelque chose. T'en penses quoi, toi? Bah ouais, je rejoins plus ou moins Hugo. Après, je pense que le psychologique peut-être d'être chez eux, d'être avec Pogacar, qui est un peu, Le je vais patron. dire son grand frère, le patron de l'équipe, ça peut être entre guillemets rassurant. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a eu cette image impressionnante dont on parle depuis tout à l'heure, où il l'attend. Bah, l'air de dire, tu peux rouler, tu peux prendre tous les risques, parce que voilà, je vais essayer de te garder avec moi. Bon, ça c'est pas fait, on est sur un championnat du monde, faut pas déconner non plus, mais même si il se dit, voilà, on n'est pas dans la même équipe aujourd'hui, je vais jouer pour mon pays, je suis seul, le but c'est de gagner, ça joue quand même dans la tête, même si on n'a pas l'impression, peut-être que même lui, il le sait évidemment, mais que voilà, t'as l'habitude de rouler avec Pogacar, il va en stage avec Pogacar, il se voit, on sait bien que l'appartenance à une équipe, on en parlait lors d'une des dernières vidéos, est hyper importante, toutes les équipes entretiennent, je vais dire, une appartenance, que toutes les équipes soient une famille, etc. Et je pense que ça, malheureusement, sur les courses comme ça, sur les championnats, ça joue énormément, les coureurs roulent 99% du temps avec leur équipe, et c'est ça la particularité du cyclisme, c'est que lors des championnats, déjà les championnats du monde se déroulent sur un seul jour et pas sur plusieurs courses ou sur un classement sur l'année. Et puis c'est par équipe, c'est par pays. Donc voilà, c'est une différence. C'est une fois sur l'année. Il y a aussi les différences qu'il y a des oreillettes. C'est une course différente. Malheureusement, il y en a qui y trouvent des intérêts. On a déjà vu ça, des gars courir pour leur leader, pas du jour, mais leur leader d'équipe de marque, j'ai envie de dire. Donc c'est la problématique. Oui, et puis je pense pas que Del Toro ait beaucoup roulé avec Pogacar cette année. Et donc, il ne connaît pas non plus encore parfaitement le coureur. Je me demande si il s'est pas vu trop beau, en fait, Del Toro. Et donc, se dire... mais justement, moi, personnellement, j'adore ce genre d'idée en me disant... il croit en ses capacités. Mais ce qu'il s'est pas dit, c'est peut-être la première fois qu'il voit cette domination de près d'un Tadej Pogacar, en se disant... moi, je pense que je peux aller je peux l'accompagner. Je suis sûr que je peux l'accompagner. Et donc, ça change toute la physionomie le mindset de Del Toro. Il a joué et il a perdu, quoi. Est-ce que, je continue sur d'autres questions, hein, parce que j'en ai quelques-unes en tête. Le fait qu'on fasse des championnats du monde presque chaque fois plus difficiles fait que on se retrouvera dans les années à venir encore une fois avec des one-man shows et des courses tuées de très très loin, parce qu'au final, même s'il y a eu un suspense sur un moyen terme, on va dire, finalement, à 100 km de l'arrivée, le vainqueur était déjà devant. Est-ce que le fait de rajouter du dénivelé, rajouter des bosses, rajouter chaque fois des difficultés en permanence, fait qu'il y a moins de suspense dans les courses? Allez, ça dépend, en fait ça va aussi avec la période où on est, où on a beaucoup de comme on les appelle les fantastiques, etc., de coureurs qui font du show. Alors oui, la difficulté des courses, on en a déjà parlé, je trouve qu'il en faut pour tout le monde, et qu'aller chercher tout le temps le plus difficile et tout, ça aide pas justement à avoir de la course, parce que ça se fait, oui, uniquement à la pédale, mais le vélo, c'est un sport physique, mais c'est aussi un sport de tactique, c'est aussi un sport d'équipe, et il en faut pour tout le monde. Donc les difficultés, c'est bien, trop, c'est exagéré. Et ce que je veux dire aussi, c'est que des gars, on va prendre l'exemple encore une fois de Pogacar, mais Pogacar, la majorité de ses courses, il les gagne en solitaire, en faisant des longs solos maintenant depuis quelques années. Et en fait, je pense qu'il est tellement confiant
il sait qu'une fois qu'il est parti, il va savoir gérer, il se retourne jamais, c'est propre, que ce soit en montée, sur le plat, il roule et c'est tellement une gestion qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des coureurs qui sont malheureusement habitués à gagner comme ça, que ce soit Pogacar, que ce soit Van Der Poel sur Roubaix ou ses courses de prédilection, que ce soit même Remco régulièrement, et c'est des coureurs, en fait, une fois qu'ils arrivent à être seuls et à être devant, ils sont en confiance, peu importe le parcours, peu importe si c'est dur, ils vont savoir avoir une gestion extraordinaire en fait. Ouais, mais ici le parcours est quand même très très dur et je me demande si on enlève le mont Kigali, si ça influence quand même cette course. Le mont Kigali plus le mur, je parle les deux. Si on fait une course de circuit comme on a eu avec les juniors, les femmes, les espoirs, est-ce que ça influence vraiment cette course? Par exemple, j'en suis pas certain, même si il y aurait peut-être eu plus de monde pour assurer cette poursuite, mais les ascensions étaient tellement, ça revenait tellement souvent que c'est difficile de se dire qu'on allait pouvoir aller chercher ce Tadej Pogacar. En fait, l'enseignement que j'ai retiré des premières courses avant la course d'aujourd'hui, c'était presque le premier qui attaque a presque gagné. Parce que quand on regarde, je dis pas que c'est le premier qui attaque, mais en tout cas, fallait sortir de loin. On voit Lorenzo Finn qui a quand même été, qui a attaqué de très très loin. Chez les juniors, c'était aussi un coureur, je me souviens plus trop, mais le nom, mais c'est aussi un coureur qui a attaqué de très très loin. Chez les femmes, les femmes ont été surprises aussi par un coup d'anticipation. Et donc, je pense le point qui a fait que la course chez les hommes, il n'y a pas eu de surprise, c'est la longueur. La longueur, parce que si on rajoute la course sur un 2,20 ou 2,10, je pense que la place à la surprise est beaucoup plus probable, je vais dire. Parce que et le mouvement de course se fait beaucoup plus tôt aussi, mais par des coups. Alors qu'ici, malheureusement, ou heureusement, je sais pas heureusement pour Tadej Pogacar, mais malheureusement pour tous les autres, c'était tellement long, c'était tellement de montées, c'était tellement dur, et c'était tellement répétitif, qu'au final, il n'y a plus de place pour une surprise ici. Parce que quand on regarde, même dans le top 10, 20, 30, il y a peut-être quelques surprises ou des coureurs qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient à ce niveau-là, mais c'est tous des coureurs de top mondial, à part peut-être Eulalia, le portugais, qui a fait vraiment une très belle course, et encore, c'est un coureur World Tour qui a déjà fait quelques top 10 aussi en World Tour, etc. Donc c'est peut-être pas une surprise. C'est pas à ce niveau-là, mais malgré tout, c'est que des gros moteurs qui sont là, et pas forcément des grimpeurs, mais des gros moteurs. Et c'est là où je voulais revenir, c'est que le parcours qui était dit pour grimpeurs, mais qui était très dur, malgré tout, il est quand même pas pour grimpeurs. Enfin, il est pour grimpeurs, oui, il y a Tadej Pogacar, mais c'est pas des qualités pour, par exemple, Carapaz, etc. Mais je veux dire, c'était pas que pour les purs grimpeurs. C'était pour un mix de coureurs, et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à chaque année se décider si on va faire sur grimpeur, sur sprinter flandrien ou sur puncher grimpeur. J'ai l'impression que chaque année on a un mix de tous les coureurs qui peuvent gagner, hormis les sprinters qui sont rarement favorisés. Ouais, vas-y. Non, mais c'est pour te rejoindre. Ouais, c'est absolument un parcours qu'on a eu ici, j'ai l'impression, pour homme fort. Évidemment, il faut savoir passer les bosses, il y a les mètres de dénivelé, mais on n'a pas eu. Moi, on me parlait depuis plusieurs mois, on va dire, de Kigali, le championnat du monde pour les grimpeurs. Finalement, pour moi, les grimpeurs, ce serait d'avoir une course avec des cols, avec des montées assez longues. Alors, peut-être pas en avoir avec des répétitifs, vu qu'il y a le problème des circuits, c'est ça le problème des championnats du monde. C'est une particularité, on va pas faire un col de 10 km à chaque tour, ce serait exagéré, mais ce que je veux dire, c'est que là, à part le Mont Kigali qui est un peu plus long, c'est des efforts très courts, un peu des efforts pour les Flandriens, et comme chaque championnat du monde, il y a des bosses, il y en a plus ou il y en a moins, mais ça correspond à certains types de coureurs. On voit un Tom Skujns qui était là dans la finale, qui est un homme fort, qui, oui, on le sait, est un homme de championnat, mais Tom Skujns, ce n'est pas un grimpeur. Il passe très très bien les bosses, c'est un très bon puncher, mais il a beaucoup de puissance, et ce genre de courses correspondent aussi à ces gars-là, et aussi à des très bons rouleurs qui peuvent passer et être présents lors de courses comme ça, quoi. Ouais, d'ailleurs, je vous ai fait une remarque pendant la course. C'est peut-être la course qui est la plus comparable au niveau des résultats et du palmarès avec les coureurs qui sont là.
c'est l'Amstel Gold Race, parce que le podium de l'Amstel de cette année fait 1, 2 et 4. Ben Healy a fait déjà deuxième de l'Amstel. Tom Pidcock, qui a été très longtemps encore avec, a déjà été aussi dans les toutes premières places de l'Amstel. Et donc, c'est finalement la répétition, le fait d'avoir de l'explosivité, mais pas trop, mais un sens tactique, mais finalement, ça savoir répéter. Et c'est là que je me dis quand même, dommage pour l'équipe belge de ne pas avoir un Wout van Aert en pleine forme, parce que ça pouvait être un concurrent, ça aurait été trop dur le mont Kigali et le mur de Kigali, je pense. Mais par contre, tout le reste aurait été peut-être un rien trop dur, mais pourquoi pas. Un Alaphilippe aussi, c'est dommage de l'avoir perdu si rapidement. Parce Même qu'il un est Van marché. Der Poel. Hein, Un Van Der Poel, moi je reste persuadé que c'est un peu dur, mais oui, t'as raison, c'est quand même dommage, parce qu'en fait on parlait de Arensman, malheureusement c'était trop explosif pour lui. Kian Uijtdebroek, finalement la passage de mi-course a été bien, mais c'était un peu trop explosif pour lui. Et Valentin Paré-Peintre, même chose. Et donc quand on regarde, la somme de tout ça fait que les purs grimpeurs à effort lissé, c'était trop explosif, et les mecs qui font que de l'explosion, ça n'allait pas non plus, puisque parce que il y avait quand même la répétition, et donc du coup c'était le profil entre les deux. Ouais, c'est ça, c'est entre les deux. Et en fait, les coureurs qui ont bien performé, c'est les coureurs qui sont très bons sur des 20-30 minutes d'effort, enfin une heure d'effort aussi. Enfin, c'est un peu beaucoup une heure, mais dans 20-30 minutes, 40 minutes d'effort, parce qu'il y a plein de moments où, en fait, peut-être que tu grimpes pas pendant longtemps, mais t'es souvent à bloc, t'es souvent en prise, et t'es souvent en chasse, en fait, de groupe en groupe, et donc c'est tout le temps des efforts comme si t'étais dans un col au final, sauf que la différence, c'est que tu n'as pas le muscle grimpeur qui joue, c'est plutôt le cœur, enfin c'est ceux qui étaient bons cardio au niveau, il y a le muscle aussi, mais c'est des efforts plutôt à des moments plats aussi qu'il faut prendre en compte, des moments où il faut relancer sur le sommet d'une bosse et continuer pendant des dizaines de minutes. C'est surtout les moments là que c'était compliqué, et c'est pour ça qu'à mon avis Tom Skujns a pu vraiment s'accrocher et continuer à faire une très belle performance. Quelle a été votre grosse déception, on va dire, de cette course? Je me lance en premier. J'avais un coureur que je pensais dans les favoris et qui a été victime de crampes, donc je pense que c'est pas 100% sa faute, mais peut-être un problème d'alimentation, chaleur, c'est Jay Vine. Je l'ai vu se sacrifier pour l'Australie, alors que je pensais qu'il allait être leader, et il n'a pas pu être aussi performant que j'attendais. Pourtant, c'était un parcours qui lui convenait quand même pas mal, manquait peut-être un peu d'explosivité. Par contre, il a quand même réussi à ramener, c'est le seul coureur qui a roulé en tête de peloton, qui a roulé plus vite que Tadej Pogačar et Isaac Del Toro. Et d'ailleurs, je pense que c'est à cause de lui que Tadej Pogačar n'a plus pu attendre Isaac Del Toro. Et toi, Noah, c'est qui ta déception? Je vais pas dire de nom, mais je vais dire des équipes, parce que je trouve que c'est des équipes qui doivent être dans le top 10, parce que c'est des grosses formations. Il n'y a pas de coureurs de l'équipe de France dans le top 10. Heureusement que c'est là, un peu en dehors du top 10 pour sauver les meubles. Pas non plus de Suisse dans le top 10. Je pense que ça correspondait bien à Marc Hirschi, mais qui était peut-être pas top. On a vu beaucoup un Christen quand même qui était présent, qui malheureusement n'est pas dans le top 10 non plus. 4ème, je crois, 4 ou 5ème au sommet. En tout cas, il est avec. Qui finalement repart un peu en solitaire dans les derniers tours, et que il fait une très belle course. En tout cas, on l'a beaucoup vu. C'est le Suisse qu'on a le plus vu, mais voilà, je pense que c'est des formations avec le Hollandais aussi qu'on doit plus voir et qui doivent être présents dans le top 10. Homme fort, moi c'était Quinn Simmons. Ouais, j'allais dire, j'ai une nation qui vient, c'est l'Amérique, qui est la première nation qui me vient en tête, parce que tu l'as dit, elle a pris la poursuite au début, comme si elle avait plusieurs hommes très en forme. Peut-être que j'ai vu que Quinn Simmons était arrivé 2 jours et demi avant la course en ligne. Je suis pas sûr que ce soit. Alors lui, il est quand même habitué au voyage, hein. Donc peut-être que c'est moi qui me fais des idées, mais c'est quand même très peu. C'est très peu, et je trouve que peut-être que s'il arrivait 2-3 jours avant, ça change tout, quoi. Ouais, et puis après, je pense aussi, moi c'est la nation américaine aussi dans l'ensemble, parce que ils ont roulé alors qu'ils n'avaient pas forcément un coureur capable de gagner. Peut-être qu'ils ont survendu Quinn Simmons ou Vermaerk aussi, qui a fait une belle course lui par contre, à contrario, enfin qui a fait une belle course. Peut-être pas pour la gagne, mais est-ce que ça valait la peine de rouler ou pas, point d'interrogation. Et deuxième chose, moi c'est le fait tout simplement d'avoir laissé McNulty et pour le chrono et pour la route à la maison.
ce qui est vraiment dommage parce que lui Il était est en dans forme. une forme resplendissante et je suis pas persuadé qu'il n'aurait pas été dans le top 10 lui aussi parce qu'à la jambe, je pense qu'il était vraiment au top niveau, que ce soit sur la route et sur le chrono. Donc, Sinon, on peut regarder quand on analyse un peu le top 10, quelques secondes, on peut regarder que ce soit les championnats du monde, que ce soit un grand tour, que ce soit les courses d'un jour, les grosses formations ont quasi tous leurs coureurs à l'avant. UAE, 3 coureurs dans le top 10, Lidl Trek, 3 coureurs dans le top 10. Après, c'est les individualités, mais pas de Visma. on voit bien que... Et pas de Visma, c'est quand même les grands absents sur ces championnats du monde, en tout cas en termes d'équipe de marque. Ouais, Et si je dois parler des nations, une nation que j'aimerais bien mettre à l'honneur, c'est le Danemark. Parce que avec ce qu'ils ont, comme ils ont des très bons coureurs, avec Skelmos et Honoré qui était là. C'est les deux seuls qui ont su accompagner longtemps et ils ont fait une très très belle course. Alors que, certes, Skelmos est très très fort, mais je les aurais pas mis forcément en tant que leader. Si je devais regarder le classement, j'aurais mis la Grande-Bretagne, j'aurais mis beaucoup d'autres nations devant peut-être. Et puis là, peut-être tant qu'on y est, petite mention à Bok Mollema, qui après à son âge continue à performer au très haut niveau. À un moment donné, on s'est même dit, il va lâcher Remco Evenepoel. Mention aussi aux deux Norvégiens. Le cours de Arkea, dont le nom pour moi est imprononçable, et le cours de Uno-X, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'était le grimpeur Legnesund qui était là, qui a fait aussi une belle course. Donc l'Italie qui n'avait pas de tête d'affiche, on va dire, si ce n'est Chicone qui finit quand même dans le top 10. Donc pourquoi pas. Del Toro qui s'est bien repris avec une 7ème place. Et alors, pour moi, c'était une équipe qui n'avait pas forcément la carrure que pour gagner, mais en tout cas qui a fait une belle course. C'est la course de l'Espagne, puisqu'ils avaient un homme dans l'échappée. Ayuso a longtemps continué à être là. Et puis Ballerstone aussi, et encore un autre coureur que je ne me souviens plus. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que tactiquement, avec l'équipe et la forme qu'ils avaient, ils ont finalement un peu... par exemple, quand on regarde l'échappée matinale, ils l'ont pas prise, ils veulent la prendre à contre-temps, entre guillemets. Ça prend longtemps avant de revenir. L'homme fort, Ayuso, accompagne Tadej Pogacar. Alors je disais pour Del Toro que j'aimais bien le fait d'essayer de suivre parce que c'est peut-être sa première année où il peut vraiment essayer de comparer avec Pogacar et les autres. Ayuso, il connaît ses capacités, il connaît les capacités de Pogacar. Je trouve pas que ce soit c'était peut-être un peu audacieux d'essayer de le suivre. Maintenant, il s'est vite rappelé à l'ordre et après, il fait une belle course derrière. Je critique pas du tout le reste de la course, mais sur ces deux moments-là, je trouve qu'on pouvait mieux faire. Okay. Ouais. Et je voulais juste dire un petit truc aussi. On parle beaucoup des gains marginaux et sur une course comme ça a énormément d'importance évidemment. On sait bien aujourd'hui que c'est difficile d'avoir une équipe de vélo, de la maintenir en vie. On voit beaucoup d'équipes qui partent, de sponsoring qui arrêtent. On voit aussi que pour les fédérations, malheureusement, le cyclisme a quand même des difficultés. On voit la sélection des Pays-Bas qui avait le droit d'aligner, je pense, 8 coureurs, qui a décidé d'en aligner que 6. En plus, Salomon qui était malade. Tu parles de Quinn Simons qui était venu uniquement 2 jours avant. Donc voilà, on voit que même dans les fédérations, là, on pourrait se dire que les coureurs sont tous dans les meilleures conditions extraordinaires, mais que voilà, il y a des fois des différences de budget et que les coureurs ont des fois des fédérations qui ont peut-être moins de moyens, plus de moyens, et c'est pas forcément les fédérations qu'on penserait. Moi, je me dis la fédération des Pays-Bas doit bien se porter. Même là, on fait des coupes budgétaires, donc voilà, c'est important de préciser. Au Danemark, par exemple, c'est vrai, c'est les juniors alors qu'ils ont le favori dans leur équipe, donc c'est quand même aussi marquant. J'ai quand même une question autre, je vois plutôt pour l'avenir. Je suis plus trop dans les championnats du monde, mais Remco Evenepoel a fait une très belle performance au final. Deuxième de la route. Ici, il va au championnat du monde d'Europe contre la montre. C'est déjà mercredi. On parle justement du voyage de Quinn Simons 2 jours avant. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller au championnat d'Europe, sachant qu'il va certainement pas porter le maillot de toute l'année? Ouais, je compléterai la réponse de Noah. Après, je pense que dans la forme qu'il est, si psychologiquement il est pas fatigué, je vous dis pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'avec le voyage, il aurait peut-être pu se concentrer uniquement sur la course route, mais il est tellement incroyable en chrono. Je pense qu'il va être champion d'Europe. Ouais,
moi je pense qu'il va être champion d'Europe du contre-la-montre, mais est-ce que c'est vraiment le titre qu'il recherche? Ça c'est la question. C'est mieux peut-être la course en ligne. Ouais, et donc du coup, malheureusement, pour moi, ça c'est un gros point d'interrogation. L'annonce de Pogacar présent a été faite, mais je suis pas vraiment sûr qu'il y sera. C'est un point d'interrogation quand même pour moi. Mais s'il y est, Tadej Pogacar aura une semaine de récupération, alors que Remco doit rentrer au plus vite, s'acclimater au plus vite, reprendre son vélo de chrono pour faire un effort de presque 1 heure encore une fois, assez intense, et puis rechanger de vélo, repartir pour la route, etc. Et même si Tadej Pogacar n'y va pas, le favori du coup redevient Remco Evenepoel. J'espère avec une autre approche de course, avec une autre tactique de course que de rouler comme ça à chaque fois, parce que ça pour toutes les fédérations et toutes les équipes belges, on en reparlera dans quelques secondes, pour moi ça m'énerve. Mais par contre, oui, je pense que s'il veut être champion d'Europe sur la route, je pense qu'il n'a pas le choix que de boycotter le contre-la-montre. Et j'espère qu'on mettra quelqu'un d'autre que lui, malgré tout, et qui va prendre la décision ce soir de ne pas y aller. Il y a d'autres coureurs qui arrivent sur le championnat d'Europe avec Vingegaard aussi. C'est la grosse affiche, on va dire, de ce championnat d'Europe. Ouais, beaucoup de nouveaux coureurs. Hein. Il y a 35%, je pense, de la startlist des championnats du monde qui seront présents sur la course route des championnats d'Europe. Donc au niveau stats, on aura presque 65% du peloton qui feront uniquement les Europes. Ouais, parlons de cette équipe belge, parce qu'on a un nouveau sélectionneur, Serge Pauwels. Alors on veut pas faire de conclusions hâtives par rapport à ce championnat du monde, mais on avait peut-être un outsider avec Remco Evenepoel, on avait un outsider avec peut-être Edouard Claes et Stef Van Kerkhoff, chez les juniors. Et chez les espoirs, on avait le leader et le favori ultime, en tout cas sur papier. Et finalement, quand on regarde, on sort de ce championnat, de cette semaine de championnat du monde, sans titre. Et jusqu'à aujourd'hui, sans médaille sur la route. C'est surtout ça qui est choquant en fait. C'est qu'on doit aller jusqu'à la course, messieurs professionnels, pour avoir une médaille d'argent. Alors oui, c'est une très belle course de Remco Evenepoel. On a beau dire qu'à un moment donné il s'excite un peu, il a fait quelques erreurs et il a un caractère très très fort, mais sa course est exemplaire en tout cas dans toute la dernière partie. Mais moi c'est surtout dans l'aspect tactique comme tu le dis, surtout chez les espoirs. Alors là c'est vraiment moi une incompréhension totale. On prend notre équipe, on prend le deuxième meilleur élément quasi peut-être et on le sacrifie sur les 100 premiers. Sur les 100 premiers, en tout cas sur la forme du jour, sur les 100 premiers kilomètres, et on le fait rouler à 200%, il faut qu'il se mette à la planche. On est favori numéro 1, et on a quand même si on est favori, il y a quand même de très beaux hommes derrière, et Lorenzo Finn était cité dans les 2 ou 3 meilleurs coureurs, même 2 c'est sûr, et il a déjà eu du mal à le lâcher, Finn. Quand on parle de le Tour de l'Avenir, Finn a accompagné à chaque fois Ouidar, etc. On savait que c'était un parcours explosif quand même. Et c'est malgré tout, on n'a pas su anticiper. On a couru un peu comme si la course était déjà donnée en fait à Jarno Ouidar, comme si tout le monde allait attendre qu'on arrive sur la fin de course et qu'on donne la victoire à Jarno. Et je trouve que c'est un peu décevant. Et je suis pas spécialement satisfait de ses performances-ci au championnat du monde du côté du sélectionneur. Ouais, et puis je pense vraiment, je te rejoins en tout cas sur la tactique espoir, ça a été très marquant, parce que l'explication était, on aime bien avoir un plan clair et on aime bien avoir une situation de course limpide et dure. Je pense que à un moment donné, le fait d'avoir des cartes comme l'équipe de Belgique qui avait justement 5 coureurs, on va pas se mentir, 5 coureurs de top 20, top 30, allez, dans cette course-là, et c'est comme ça qu'on peut gagner une course, c'est justement avoir le surnombre. Aujourd'hui, l'équipe de Belgique a fait tout, sauf le surnombre, puisqu'ils se sont tiré une balle dans le pied en éliminant eux-mêmes leurs propres coureurs, pour qu'après, l'Italie s'est retrouvée avec 2 hommes, la France, même 3 hommes encore, l'Italie, on voit encore la France avec un super Delcombe qui était aussi très très fort, et donc quand on regarde tout ça, au final, c'était le pire scénario possible pour la Belgique, et si on veut rendre la course difficile, je suis désolé, mais ce n'est pas en roulant au train
qu'un coureur explosif va avoir une course difficile. Une course difficile, c'est quoi? C'est Jarno Widar est très très fort en explosivité, est très très fort sur les montées sèches. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est monter vite les côtes et tranquille rouler à plat. Après c'est facile à dire, hein, dans mon canapé encore une fois. Parce que Team Rex, franchement, moi j'ai envie de dire quand même, chapeau à lui parce que il a montré sur cette course-ci pourquoi Visma Lease a Bike l'a repris. Chapeau à lui. Mais par contre, voilà, moi j'espère vraiment que les plans, et ça va être une leçon pour la semaine prochaine parce que on reprend les mêmes et on recommence. Hein. Ouais, et puis je trouve que là, je vais te laisser parler sur les courses Noah aussi, junior et espoir, mais je trouve que là où c'est vraiment choquant, c'est que on n'essaye plus du tout d'anticiper dans cette équipe de Belgique. Même chez les jeunes, c'est comme si on était déjà chez les professionnels et qu'on avait Remco Evenepoel dans l'équipe et on se dit, bah, on fait 100% confiance à notre leader. Alors que c'est des super jeunes coureurs, des coureurs qui peuvent encore apprendre, il y a d'autres super talents dans l'équipe qu'on n'a pas encore tout découvert, surtout chez les juniors, hein, c'est surtout là que j'aimerais bien, et on les sacrifie quand même assez facilement comme si c'était des pions d'un jeu d'échecs. Et je trouve que cette philosophie, et chez les professionnels, je peux comprendre, ça peut arriver sur certains types de parcours avec des leaders comme Tadej Pogacar. Aujourd'hui, c'était 100% logique qu'on accompagne ça. Mais déjà, sacrifier tous les coureurs comme ça chez les juniors et en te disant il faut que tu roules pour ton leader qui est peut-être plus fort que toi, mais alors que chez les juniors, on sait que ça dépend de la forme du jour très souvent. Chez les espoirs, bah, on a vu qu'il ça arrivait les jours sans, et ben on n'a pas de plan B et on n'a que le plan A. Et le plan A, s'il marche pas, bah, c'est la panique et c'est 0 pointé, quoi. Ouais, bah, historiquement, les équipes de jeunes, vous parlez de junior et d'espoir, bah, c'est là qu'on apprend, la manière de rouler, c'est là que oui, on doit faire des erreurs, mais c'est là que on peut peut-être un peu plus jouer sa carte personnelle. Alors, en espoir, on apprend à rouler pour un leader. Le problème aujourd'hui, c'est que en espoir, bah, y a déjà la moitié du peloton qui roule avec les pros. En junior, bah, c'est pareil, ils roulent comme des pros déjà très tôt. Alors ça a des points positifs, mais le problème c'est que tout l'environnement autour, il devient de plus en plus professionnel avec les équipes de développement, etc., avec l'encadrement, la nutrition, etc., etc., etc. Bah, tout ça fait qu'on veut rouler comme des pros, même peut-être les directeurs sportifs, les fédérations, alors que, allez, bordel, on est en junior, le but premier, c'est quand même de s'amuser. Alors oui, on est en sélection nationale, faut pas faire n'importe quoi, mais le but c'est d'essayer de gagner, c'est d'essayer d'attaquer, si on roule uniquement pour un leader, comme si on était des pros, ben voilà, le but c'est d'avoir des plans B, d'essayer d'aller à l'avant, d'essayer de partir dans les échappées. Normalement, c'est pas comme chez les pros, théoriquement, il n'y a pas spécialement une échappée matinale qu'on va reprendre où c'est contrôlé. Voilà, c'est un peu plus volatile comme course. Voilà, il y a beaucoup plus de mouvements théoriquement, historiquement dans des courses juniors que des courses pro qui sont beaucoup plus codées. Et je trouve que ça se perd de plus en plus et c'est malheureux parce que ça se professionnalise tellement. Ben, faut pas que ça soit trop parce que oui, on apprend à rouler comme les pros en étant chez les jeunes. Mais il faut quand même apprendre à faire d'autres choses et puis à faire des erreurs, savoir comment on roule. Tandis que ben, tout le monde, quand il y a quelque chose dans la vie qu'on doit apprendre, il y a un apprentissage. On roule pas directement, on fait pas les choses directement comme elles doivent être faites. Et je trouve que ça fait partie de l'apprentissage. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui sont dégoûtés parce que depuis qu'ils sont en 14 ans, ils roulent comme s'ils étaient pros pour un leader ou pour eux et voilà. Et ce qui est hyper frustrant, je trouve, dans ces championnats du monde, c'est que aucun coureur n'a mal roulé chez les Belges, hormis peut-être Jarno Widar qui a eu une panne sèche en fin de course, mais aucun coureur n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Aucun coureur, je trouve ils étaient tous là. Quand on regarde la tactique, je pense, théorique, le plan qui a été fait, il n'y en a aucun qui n'a pas fait son boulot. Ils ont été tous là où il fallait, là quand il fallait. C'est juste, tactiquement, ben, on a vu que c'était pas correct. Ouais. Par contre, moi j'aimerais quand même mettre en avant aussi une autre nation, par contre, c'est l'Italie. Ouais. Parce que ce soit dans les catégories de jeunes, etc., on a trouvé quand même une tactique qui revient vraiment. C'est peut-être pas les plus forts toujours, mais en tout cas tactiquement ils sont forts. On a vu que le plan pour déstabiliser la Belgique, c'était
Le coureur italien de chez Visma, j'ai oublié, chez les espoirs, ça a vraiment perturbé à plusieurs reprises son propre équipier Team Rex qui a dû se faire reprendre puis revenir et c'est des variations de rythme qui ont usé l'équipe de Belgique et grâce à ça Lorenzo Fin d'ailleurs encore un grand point, mais grâce à ça, grâce à son année espoir qu'il a continué à faire, il avait la possibilité de passer chez les pros. On en a discuté à la Famenne Classique avec lui. Il avait la possibilité de passer chez les pros. Il a décidé de rester dans l'équipe continentale. À sa juste valeur. Maintenant, voilà, il a fait un super tour de l'avenir. Il est champion du monde espoir, champion du monde junior. Et tactiquement, il a appris beaucoup parce qu'il a appris à gagner des courses, à courir pour la victoire, ce que beaucoup malheureusement ne font pas puisqu'ils arrivent chez les professionnels en suivant et en subissant les courses. Lui, il a vraiment en tout cas tout fait pour gagner la course. Les gars, on parle quand même peut-être aussi des femmes avec une Canadienne qui a remporté la surprise générale. Personne pouvait s'attendre, en tout cas même nous dans notre preview on n'a même pas cité le nom de cette Canadienne et d'ailleurs c'est d'ailleurs je ne saurais même pas le redire, Valmenir je pense, qui est la compagne de Kian Uitebroek qu'on vient d'apprendre, qui a remporté devant toutes les favorites cette course. Ouais, des favorites qui... J'ai l'impression que c'est de plus en plus récurrent chez les femmes, enfin plus en plus peut-être pas, mais c'est de plus en plus médiatisé en tout cas. Ouais. Et donc ça arrive régulièrement et c'est quand même spécial en fait. Par rapport aux hommes, c'est totalement différent, totalement. On aurait du mal à voir que c'est le même sport et c'est fou de laisser, même s'il n'y a pas eu énormément d'écart sur toute la course, de laisser des concurrentes qui ne sont normalement pas des leaders dans les équipes, par exemple la FDJ ou laisser autant d'avance. C'est des outsiders peut-être, oui, des bons équipiers, des bonnes équipières, mais je trouve pas, par exemple pour Vollering, pour Pauline Ferland-Prévot, même le cours après elle avait peut-être pas une équipe autour d'elle pour accompagner, mais toutes ces femmes là elles laissent partir des femmes en échappée, prendre en tout cas anticiper, et on n'arrive pas à revenir et on laisse autant de temps d'avance. C'est quand même personnellement ça me frustrait à leur place. Je te rejoins tout à fait. Juste quand même mentionner que la nation qui a très très bien couru mais malheureusement a eu un peu difficile au niveau des jambes, c'est la Suisse. Ouais. Elle avait 2 coureurs devant, malheureusement pas la capacité de continuer. Puis finalement Marlène Rösser, Elise Chabet, quel niveau, quelle coureuse, toute la saison elles ont couru à un très très haut niveau, et Elise Chabet qui finalement du groupe des favoris sur les derniers kilomètres a été peut-être pas la plus forte, mais en tout cas celle qui a fait le tour, un des derniers tours les plus rapides. Donc félicitations à toutes ces coureuses. Est-ce que vous allez encore retenir quelque chose de cette tout simplement de ces championnats du monde? J'aimerais bien juste dire sur les supporters, sur tout ce qui est du parcours. Le parcours a été bien tracé, je trouve quand même. C'était très dur, très explosif, comme on en a dit, on en a parlé beaucoup du parcours, mais au niveau de la propreté, des trajectoires, il n'y a pas vraiment eu de moment de risque. En fait, la sécurité des coureurs était toujours bien là, et surtout, comme je le disais, les supporters qui étaient sur le bord de la route tout au long du parcours. Ça, je préfère 100 fois qu'on fait enfin un championnat du monde à cet endroit-là avec autant de supporters, plutôt que, par exemple, je le disais, mais pour la Vuelta au Portugal, quand on avait vu la Vuelta commencer au Portugal, les gens étaient à la plage et on avait rien à faire du chrono que Tarling avait remporté au début de ce tour-là, je pense. Et donc, je trouve que c'est mieux de faire ça là qu'un endroit où on s'en fout du cyclisme, quoi. Ouais. En tout cas, merci Hugo. Noah, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, voilà, c'est les championnats du monde, donc je trouve ça logique qu'on est sur les 5 continents, donc voilà, logique d'aller faire ces premiers championnats du monde en Afrique. J'espère que on ira découvrir d'autres pays et d'autres merveilles de parcours en Afrique dans les prochaines années. Et sinon, beau championnat, bien organisé, comme Hugo l'a dit. On parle tout le temps de la sécurité négativement. Tu l'as dit positivement, c'est bien, il faut le faire. Ok. Merci les gars, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter. Qu'avez-vous pensé de la tactique des Belges? Qu'avez-vous pensé de la tactique de l'équipe de France? Est-ce que Tadej Pogačar fait maintenant partie des plus grands ou le plus grand en tout cas? Dites-nous ça dans les commentaires et on vous dit à très très bientôt. Ciao ciao.